Tout le monde a bien fait caca? Ouais. Oui. Eh ben c'est parti alors. Et oui, bonjour, nous sommes de retour avec Bug, la 7ème émission, si je me trompe pas dans mes comptes. On a eu un petit décalage de 3 semaines, là, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, les amis. J'espère que vous ne nous avez pas oubliés ou quoi que ce soit. En tout cas, on est toujours présent au poste, donc il y a toujours Seb. Salut Seb. Salut. Et il y a toujours Bastien. Salut Bastien. Hey! Ça va les gars? Moi ça va mieux Ça que va vous, plutôt pas hein. mal. Toujours au rapport aux élections, donc ça va. Hein. Oui, mais ça c'est notre projet. Donc aujourd'hui en émission qui risque d'être riche en émotions, et à toutes les émotions, donc, parce que Seb va nous parler de 50 nuances plus sombres, Oh oui, grand film. et Bastien. Alors oui, donc pour ce bug numéro 7, je vais revenir sur 3 séries qui se sont déterminées ces derniers jours. 3 façons différentes de livrer les derniers instants à une histoire. Il faut savoir dire au revoir à un univers, et pour cela, j'ai appelé mon ami Jean-Louis Aubert pour le jingle de la chronique, qui sera placé sous le signe de, vous l'aurez compris, voilà, c'est fini. Oh non, mais même les chroniqueurs télé font ça. C'est c'est insupportable. Bon alors on commence. Il y a des billes dans ce jingle. C'est vrai, c'est gros budget dans l'émission de ce soir, on vous prévient tout de suite les auditeurs. Alors on commence tout de suite avec Seb, tu vas donc nous parler de 50 nuances plus sombres, la suite de 50 nuances de grès. Oui. C'est à toi. Et je prends le pari maintenant, je peux résumer le premier en moins de 3 secondes. Vous êtes prêts? Vas-y. C'est une merde qui raconte de la merde. Pas mal, hein. D'accord. Ah, donc, Ah, j'ai envie de le voir. ouais. Donc si vous voulez la chronique complète du premier film, je mettrai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube, c'est sur mon blog, c'est merveilleux. Et comme je compte maintenant vous raconter la suite des aventures de Anna et Cricri, eh ben, ça me paraît être un bon complémentaire. Donc on y va, 50 nuances plus sombres ou 50 Shades Darker en VO. Un film qu'il est bien, car il démarre par un enfant qui a peur et court se cacher pendant que quelqu'un prend des coups. Quand soudain, c'était un rêve. Et ouais, du coup on découvre que Christian Grey, il a des traumas. Profondeur les enfants, on va t'expliquer pourquoi il est comme ça. Suite à ce rêve flashback que l'on appellera Dreamback pour reprendre la formule de Karim Debache, on retrouve notre grande amie Anastasia la gourdasse, toujours aussi peu expressive. Mais pour Anna, la vie c'est plus trop ça sans Cricri, elle s'ennuie. Ou alors c'est peut-être le jeu de l'actrice qui fait que, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, une chose est sûre, Anna reçoit des fleurs de son Cricri, pas prêt à abandonner le combat aussi facilement parce que, voyez-vous, il y a un cœur qui bat derrière les coups de cravache. Mais voilà qu'Anna hésite à jeter les fleurs. Choix cornélien, l'amour, le vrai. Anna a une vie trépidante et elle s'assoit sur un banc et regarde dans le vide comme pour se donner de la profondeur. Ça ne vaut pas un Dreamback, c'est sûr, mais c'est déjà pas mal niveau développement de personnage. Puis notre gourdasse en chef se rend à l'expo photo d'un ami où se trouve un très grand nombre de portraits d'elle. Anna est surprise, tu penses bien, elle n'était pas au courant, ce qui signifie qu'elle n'avait pas donné son autorisation. Haha, mais peu importe, on s'en cogne. Anna réagit quand même. Hé, oui mais t'aurais dit non, hein, c'est vrai. Alors, c'est alors qu'Anna, à propos des portraits, dit « ils sont larges ». À son ami photographe ensuite, de lui annoncer qu'ils ont tous été achetés. Surprise à nouveau, n'est pas notre Anna préférée. Quand soudain, l'acheteur n'est autre que Cricri. C'est alors qu'il paraît évident que lorsqu'Anna utilisait le mot large, elle ne parlait clairement pas des photos. Mais peu importe, Cricri is back in the game. Après même pas 10 minutes, on a beaucoup à apprendre de lui. Suite à ces retrouvailles, nos amoureux s'en vont dîner où une bouteille que l'on débouchonne fait beaucoup trop de bruit pour être normale. Parce qu'il n'y a pas que les coups de cravache qui se doivent d'être mis en avant, les bouchons aussi. Puis au détour d'une conversation, Cricri se plaît à raconter que sa mère était crack addict. Et à Anna de renchérir. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?»« Je l'ai fait, mais tu dormais. » « Ok. » Je jure que c'est un vrai dialogue et dans le film il lui raconte vraiment ça pendant qu'elle est en train de dormir. Hein. J'ai noté ça en fait, Seb. Hein. Voilà. C'est la fameuse phrase que j'avais relevée. Effectivement,
C'est un grand moment de dialogue. C'est de l'or. Ah, les grands esprits se rencontrent. Hein. C'est super bien écrit. Puis c'est surtout le Anastasia sont. Ah oui, ok. Bah oui, parce que c'est tout à fait normal. En plus, le mec est en train de servir une bonne petite bouteille de rouge de 1976 dans un grand resto et tout. Et il te sort ce dialogue-là, c'est du grand n'importe Et on quoi. est d'accord que le bouchon fait quand même beaucoup de bruit. Hein. Et, oui, c'est ça. Je me suis dit, ça, c'est un passage du bouquin qu'ils ont voulu retranscrire peut-être à l'image. Et du coup, ça passe pas du tout en fait. Ouais, donc attends, je vais reprendre maintenant, si ça vous plaît évidemment. Ah bah vas-y, continue. Donc, le lendemain, Anna s'en va travailler et Cricri rencontre le boss beau gosse qui voudrait bien tâter de la chatte à Anna. Cricri fait alors le coq pour bien montrer sa dominance, suite à quoi ils s'en vont faire les courses, puis ensuite faire la cuisine. Cricri donne alors un bisou à Anna sur la chatte. 22 minutes et enfin un petit bout de cul à l'écran. Par rapport au premier, j'ai souvenir que c'est du rapide. Pas de préliminaire ici. On veut du cul, on en aura. Enfin, attendons de voir. Bref, Cricri invite sa belle Anna à un bal, mais oh mon dieu, elle n'a pas de robe et ne sait pas quoi faire de ses cheveux. La problématique est là, telle qu'elle dans le film, je le jure. Mais tout cela n'est rien en comparaison à ce qui pourrait bien être l'élément perturbateur de cette histoire, à savoir une ex de Cricri qui a un peu pété les câbles et stalk notre gourdasse préférée. Bon, tout ça c'est bien joli, mais Anna a trouvé une robe et a découvert quoi faire de ses cheveux grâce à un coiffeur. Génie absolu! Il est donc temps pour elle de se préparer pour le bal, mais attention, les vêtements ne suffisent pas. Non, Cricri veut qu'Anna ajoute à sa panoplie 2 petites boules dans la touche pour le lol. Anna rit alors, puis lâche: quelle idée saugrenue, Cricri! Toi, tu es un original. Mais Anna dit quand même oui, car au fond, elle n'a aucune personnalité. Et puis c'est drôle parce que ball en anglais se prononce ball, et boule ou balle comme le ballon, ball. Ah ouais, c'est drôle, très drôle, c'est une sacrée déconneuse E.L. James, faut pas croire. Ceci dit, je me permets un petit aparté que l'on appellera aussi un faux pratique, le guide de Sébastien. 2 boules enfoncées dans la chatte toute la soirée, ça doit pas être super pratique pour aller faire pipi. C'est pas vrai, hein, quand même. On est d'accord. Bah, Il faut se retenir. faut prendre ses précautions avant. Voilà. Mais revenons à l'histoire. Nous voici donc au bal masqué. Ohé, ohé! Et il ne s'y passe Au rien. bal. Et il ne s'y passe rien. Quand soudain, à 43 minutes de métrage, il décide de filer en douce du bal masqué. Ohé, ohé! Pour nous montrer enfin un bout de sein. Et Cricri attache les mains d'Anna et va jusqu'à lui donner la fessée. Ouh, la vilaine! Ouh. Pendant ce temps, à Veracruz, un homme masqué, parce que c'est un bal masqué, ohé ohé, prend une photo d'une photo où se trouve la famille de Cricri. C'est con dans l'idée, il aurait pu juste voler la photo originale, mais j'imagine que les criminels ont un code moral de nos jours. Bref, tout ceci ne sert à rien, mais comme on est dans un film de petits malins, j'imagine que ça va être utile, voire même important à un moment ou un autre, alors je tenais à le mentionner dans mon récap. Bon. Et ouais, attention, suspense les gars, hein. Bon, après avoir fait crac-crac avec Cricri, crac-crac Cricri, c'est drôle, Anna, dont on ignore si elle s'est remise les boules dans la chatte, fait la rencontre de Kim Basinger, qui la prévient que Cricri, ben c'est sale en fait. Mais que nenni Kimi, tu n'auras pas emprise sur moi, pense Anna. C'est alors qu'elle découvre que sa voiture a été saccagée. Ce scénario regorgeant de twists en tout genre, je me dois de vous prévenir que ce n'est que le début d'un long périple émotionnel pour notre gourdasse préférée. Bien des aventures l'attendent. Parce que voyez-vous, Anna, c'est pas la moitié d'une conne. Elle a vu Cricri des dizaines et des dizaines de fois nu, et elle se décide enfin à lui demander quelle est l'origine de ces blessures ressemblant étrangement à des blessures que son bellâtre Cricri a sur le torse. Mais celui-ci nous la joue mystère mystérieux et se refuse de répondre. Ce n'est pas les mystères qui feront faillir l'amour d'Anna pour Cricri. Alors ils partent faire du bateau. Puis elle repart travailler. Et le boss beau gosse super trop sympa s'avère ne plus être trop sympa tout plein. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de Cricri. Ouh, le vilain. Une fois rentrée à la maison, Anna fait quelque chose de complètement inattendu de sa part lorsqu'elle demande à notre ami Cricri pour aller voir sa salle de jeu. Quand soudain, la gourdasse se remémore quelques souvenirs à base de cravache. Et là, niveau cul, ça s'accélère, puisqu'il ne faudra attendre du runtime qu'il n'atteigne que 1h02 pour que ça reparte de plus belle. Tout ça grâce à une
petite visite dans la salle de jeu. On peut applaudir les scénaristes quand même qui font du très bon travail. À titre personnel, je dois avouer utiliser une cassette des Goonies pour me faire sucer, mais nous ne sommes pas ici pour parler de moi, car Cricri, lui, c'est un champion. Une petite branlette, une petite pipe, ça n'a pas de valeur. Non, lui, il lui attache les chevilles, ainsi il peut la retourner comme une crêpe pour la prendre par derrière. Moi ça, j'y arrive pas, je me fais un claquage. Bon, le temps de nous remettre de nos palpitations, nous voilà revenus au corps de l'intrigue. Quelle intrigue, me demanderez-vous? Et incapable de vous répondre, je serai. Quoi qu'il en soit, le boss beau gosse qui était super sympa avant que Cricri débarque continue de ne plus être trop sympa. Conséquence, ni une ni deux, ni même 3 ou 4, Cricri le fait virer. Si les détails vous intéressent, le mec est tellement riche qu'il a acheté la maison d'édition pour laquelle sa gourdasse travaille et ainsi virer l'autre tocard. Conséquence numéro 2, une meuf sans expérience devient boss d'édition de je sais pas comment ça s'appelle. Et après le coup des boules dans le bal, c'est encore une fois une grande preuve de génie de la part de E.L. James, puisqu'à la base, 50 Shades, c'est un roman. Donc, qu'elle travaille dans une maison d'édition, c'est cocasse, voyez-vous. Et c'est même, attention, un peu méta. Car Anna n'a aucune expérience pour devenir boss. Et 50 Shades, ça a été publié par une bande d'incapables un peu gogol. Donc c'est parfait. Mais revenons à nos godmichés. Puisque toute cette histoire a donné des idées à Cricri qui demande à sa belle de retirer sa culotte au milieu d'un restaurant. Quand soudain, quand soudain, ils s'en vont, montent dans un ascenseur bondé et il lui met un doigt dans la chatte. S'ensuit une partie de billard aussi intense que Mad Max Fury Road, enfin à peu près quoi, et puis il la retourne et la prend par derrière. Attends, c'est l'arnaqueur ou quoi? Y'a Paul Newman? Non, même pas. À un moment, t'as dit que l'ascenseur, c'est bien bondé que tu as dit. Hein. Oui, t'as compris bandé peut-être. Non, c'est Cricri qui bandait. D'accord. Bon, là nous sommes à 1h25 de métrage et les têtes pensantes du projet réalisent qu'ils ont oublié un détail, ma foi, pas mal important. Raconter quelque chose. Vous noterez que je n'ai pas dit quelque chose de bien, j'ai juste dit quelque chose. Du coup, ils nous ressortent la stalkeuse qu'on n'avait pas revue depuis une bonne heure et dont, je suis certain, vous aviez oublié l'existence. Mais ce coup-ci, c'est bon, elle est là pour marquer les esprits, car elle a un flingue. Mais ça va, c'est un fusil magique. Du genre, si tu tires à droite, l'impact se fait à gauche. On donnait un flingue. Non. De Mendenberg. Donc, lorsqu'elle menace Anna, nous, on n'est pas trop inquiets. Et elle si, parce que c'est une gourdasse. Mais, tel Batman ayant oublié de prendre sa dose de charisme, Cricri arrive. Et comme la stalkeuse est une ex à lui qui a un peu pété les câbles, il profite de son état de fragilité mentale pour s'imposer à elle. Il lui demande de se mettre à genoux et elle obéit. Donc c'est fini. En moins de 3 minutes. Ah, ça, quand t'as des choses à raconter, faut rusher niveau sous-intrigue. Mais... Oh la vache. Ouais, je jure, c'est même pas une déconner. Hein, c'est vraiment 3 minutes à l'écran. Hein. Mais Anna est choquée. Elle s'en va donc marcher avec une chanson de merde en fond musical qui vous est offert par la Christophe Maé Company. Parce qu'on s'attache, t'as compris la blague? Oh. Ouais. Elle aurait marché il y a 7 ans, mais là... Ouais, mais bon, en même temps, qui connaît les autres chansons de Christophe Maé? À part ses fans, mais bon, ses fans, on s'en fout. Oui, bah ça c'est vraiment les mêmes que pour 50 Shades. Voilà. Mais on les respecte malgré tout. Enfin, tu les respectes pas. Bref, profondément marqué par ce que nous appellerons l'affaire du fusil magique, Anna revient vers Cricri qui montre son inquiétude en lui gueulant dessus parce que merde, on part pas comme ça après un événement si troublant. Mais Anna, elle, c'est pas l'affaire du fusil magique qui la taraude, non, c'est son inquiétude vis-à-vis de Cricri et la stalkeuse. Car elle ne pourra jamais être capable de lui offrir un tel niveau d'obéissance. Mais Cricri ne se démonte pas et se met lui-même à genoux devant elle. Et grâce à ce simple geste, oui, il y aura du sexe. Quand soudain, Cricri a un nouveau dream back, comme au début du film. Profondeur, les enfants. Conclusion, Cricri demande Anna en mariage, suite à quoi elle le regarde faire sa gym matinale sans lui avoir donné de réponse. Ce qui n'est pas très poli, il faut bien l'avouer. Probablement frustré par les événements, Cricri s'en va faire un tour en hélicoptère avec une meuf qui n'est pas Anna. Mais ça va, relaxez-vous, ce n'est qu'une collègue, il n'y a pas une conquête en devenir. L'amour triomphera, vous dis-je. Sauf que, pas de bol, problème de moteur et l'hélico se crache.
2 minutes plus tard. Oh putain. Ah ouais. Niveau intrigue, hein, c'est pas de la merde ce film. Hein. Ah là. Balavoine. Un hommage. 2 minutes plus tard, tout le monde. Je viens de comprendre la blague de Balavoine. 2 minutes plus tard, tout le monde apprend et tout le monde flippe grave sa race. Mais Attends, tout le monde l'apprend qui Tout le là monde apprend qu'il y a eu le crash. Ah, l'apprendre, du verbe apprendre, Oui. d'accord. Non, tout le monde ne prend pas Anna. Ça, c'est pas le même film. Donc, Ouais. 2 minutes plus tard, tout le monde apprend. Et tout le monde flippe grave sa race. Mais 2 minutes encore plus tard, ça va, il est retrouvé sain et sauf. D'ailleurs, au moment où l'info est annoncée à la télé, il arrive à la maison où tout le monde l'attend. Youpi! Dans son Yoka! La fête peut commencer, surtout qu'il est minuit et que c'est l'anniversaire d'Anna la Gourdasse. Du coup, Oh, ça tombe bien. Du coup, elle lui dit oui, on va se marier. Et là, sexe sous la douche. Il lui déchire même sa chemise, ce que je ne trouve pas très bien. Mais ça, c'est parce que je n'aime pas trop faire les magasins. Mais Anna, elle est pas forcément comme moi. Et elle ne lui en tient pas rigueur, puisqu'elle lui demande de l'emmener dans la salle de jeu. Là où Cricri garde tous ses petits jouets qui ne sont pas des Lego ou des Playmobil. Là, je me dis, putain, ça y est, c'est LA scène sulfureuse du film. Bon, j'ai directement calmé ma bite. Je lui ai dit Enrico, parce que oui, ma bite s'appelle Enrico. Enrico, calme. Oh là, doucement bonhomme. Voilà, c'est bien. Bref, c'était minable. Le seul truc, c'est que c'était peut-être un peu plus long que les séquences Q précédentes. Sinon, ben classique quoi. Il attache madame, lui fout un peu d'huile sur le corps, puis on voit le cucu de Cricri. Et c'est à peu près tout. Ah, quand même. Sans transition, nous voici maintenant à la fête d'anniversaire d'Anna où Kim Basinger nous fait un comeback. Toujours pas contente à l'idée que Cricri et Anna soient toujours ensemble. Mais cette dernière ne va pas se laisser emmerder. Après tout, c'est son anniversaire. Alors, bon Dieu, elle lui jette un verre à la gueule, se choquant elle-même de son propre geste. Gourdasse d'or. Cricri débarque à son tour, pas content. Mais lui, c'est par rapport au comportement de Kimi. Puis la maman de Cricri arrive parce qu'en fait Kimi, c'est son ami. Mais maman Cricri n'est pas contente non plus. Elle gifle Kimi pour ensuite lui dire de partir. Kimi laisse alors tomber un mouchoir par terre. Et là, tu sais que ça va chier. Tu le sens venir. Grave. Eh ben non, elle ne fait rien, à part partir. Du coup, bah la petite sauterie peut reprendre de plus belle. Même mieux, il y a un feu d'artifice de dingue que tout le monde regarde. Parce que c'est trop beau. Quand soudain, plus loin, l'ancien boss beau gosse est là. Il se tient debout, regardant la fête au loin. Lui non plus, pas content. Et il observe, et il fume, alors que c'est pas bien de fumer. Puis de sa poche, il sort une photo. Oui, vous l'avez deviné. Ah, la fameuse. C'était lui qui avait pris en photo une photo au bal masqué. Ohé, ohé, lorsqu'Anna avait ses boules dans la chatte. Boss Bogos utilise alors sa cigarette pour brûler le visage de Cricri, l'effaçant de la photo. Et soudain, Hop, hop. fin cliffhanger de malade mental. Eh bah putain. Grand film. Chef-d'œuvre. Merci. Merci. Je vais signaler bien. quand même qu'on a une petite bande-annonce après du prochain quand même, après Oui. le générique. Ah, j'ai pas été aussi loin, moi. T'as pas été aussi loin. Putain. Ah merde, Ah, je t'as vais être loupé. obligé de le retélécharger. Ils sont en France, Ouh. dans le 3. Ah bah oui. Ah bah oui, ville romantique par excellence. Le bon cliché, allons jusqu'au bout, on va à Paris. Quoi. Bah, la tour Eiffel, c'est un peu phallique. Oui, un peu. En fait, c'est un mélange entre une brosse à dents électrique et un God Michette, un truc, c'est assez génial. Ouais, c'est Donc ça ne pour les fans de ça ne Doctor Who, c'est mon s'enfonce tournevis pas au même. Sonic. Enfin bon, je vais bref, peut-être vous en parler du 2 coup, secondes sérieusement quand même. C'est de la merde, ça vous l'auriez bien deviné. Le problème, c'est que je vois des youtubeurs qui sont allés voir le film au cinéma, qui ont donc participé au financement de cette merde, juste pour pouvoir chier et avoir des vues derrière. Je trouve ça assez pathétique. Moi, j'ai rien contre regarder des merdes pour en parler derrière, pour le démonter, pour le fun et pour les clics, hein, y a pas de souci. C'est juste que payer pour créer le truc, voilà, c'est un peu de la merde. Après, comme j'ai dit, il y a le lien vers la critique enfin, le résumé complet du premier film, plus une vraie critique sérieuse à la fin.
C'est le degré zéro de tout. Il y a des gens qui aiment ça vraiment très sérieusement. J'ai pas trop compris parce que, enfin, ce résumé, il est à peine caricaturé. Ça ne raconte vraiment rien. Et quand il se passe un minimum de trucs, bah ça s'arrête presque aussitôt. Le coup du crash d'hélicoptère, je vous jure que c'est 5 minutes de film. C'est tout. Entre le début et la résolution, c'est 5 minutes de film. Ça ne raconte absolument rien, ça le raconte extrêmement mal. Les dialogues sont tous d'une pauvreté extrême. Il n'y a aucune alchimie entre les acteurs. T'en as strictement rien à foutre. Il y a même Rita Ora dans le film. Oui. Après son passage dans Fast and Furious 6, quelle belle carrière. Donc voilà, c'est-à-dire que les gens se sont étonnés à la sortie du premier en disant putain mais en fait c'est de la merde. Les mecs, il y a des romans, vous avez qu'à lire juste un chapitre, vous vous seriez rendu compte que c'était écrit avec les pieds par une meuf, je le rappelle quand même, qui à la base avait fait une fanfiction érotique de Twilight. Ouais. Et donc sexuellement à mon avis elle connaît rien au SM parce que ça c'est pas du SM. C'est la meuf, la Anna, elle est complètement sous l'emprise de Christian, c'est sa chose et point barre. C'est vraiment pathétique et il y a des gens qui trouvent ça romantique, faut le préciser. Ça m'inquiète énormément pour l'avenir du monde parce que ces trucs là ça cartonne au cinéma. Les gens, alors qu'ils ont trouvé le premier naze, sont quand même allés voir le second et ça me fait... Et ils iront voir le troisième. Probablement, ouais. Et franchement, ça m'inquiète parce que aimer des trucs nuls, je peux comprendre. Mais à ce niveau-là, les mecs n'essaient même pas de raconter quelque chose. C'est vraiment le degré zéro de tout. Et c'est ça qui, personnellement, me terrifie. Ah bah justement, c'est parce qu'ils savent que même s'ils font n'importe quoi, il y aura des gens pour aller le voir. Donc les mecs se cassent pas le cul, ça c'est évident, quoi. Se casser le cul, bon. C'est ce qui arrive à Anna. Ah voilà, tout se rejoint. Mais donc en plus, alors j'ai quand même, je me suis pas infligé les films, mais j'ai quand même vu que donc le prochain, il sortait l'année prochaine. Oui, ils ont tourné les deux back to back. Ouais, alors qu'effectivement entre le premier épisode et puis celui-là, il y a quand même eu 2 ou 3 ans. 2 ans, il me semble. Ouais, ça a été espacé. Là, effectivement, ils ont tourné les deux ensemble, et donc on va pouvoir dire qu'ils ont fait exactement comme pour Retour vers le futur. C'est ce que j'allais dire. Exactement, c'est le même niveau. Robert Zemeckis, c'est vraiment une merde, quoi. A priori, ça se passe pas au Far West, le troisième. Dommage. Non, mais à Paris, donc c'est délocalisé aussi. Et il sort aussi à la Saint-Valentin, si j'ai bien compris. Ah bah bien sûr, c'est toujours un film parfait à aller voir en couple. L'année dernière, on avait quand même Deadpool. Alors on peut critiquer autant qu'on veut Deadpool, mais c'était quand même le niveau supérieur. Pour un film de Saint-Valentin, je veux dire. Il y a une scène où Ryan Reynolds se prend un godemiché dans l'anus. Scène très drôle d'ailleurs. Et il faut quand même préciser que notre chère Dakota Johnson, l'actrice principale, est donc une des héroïnes du remake de Suspiria qui est sur le point d'être tournée, ou qui est déjà tournée, je ne sais pas très bien, mais en tout cas elle est annoncée au casting. Et c'est un film qu'on attend avec une certaine impatience. Et comme j'ai pas envie de dire que du mal, Dakota Johnson, quand je la vois en interview, je la trouve vraiment géniale. Alors que dans les films, elle est transparente mais complète. Enfin, surtout dans les 50 Shades où elle n'existe pas. Jamie Dornan n'a aucun charisme. Leur alchimie, elle ne passe pas. C'est absolument abominable. Mais dans les talk shows, je la trouve vraiment très bonne. Et on peut quand même saluer ce magnifique effort d'avoir embauché Kim Basinger pour faire un petit clin d'œil à 9 semaines et demie, ancien film aussi à la réputation sulfureuse des années 80, avec des petites tendances aussi SM, voilà, pour le jeune public et l'ancien public, pour aller voir le film, pourquoi pas avec sa mère ou avec son père. Je ne l'ai pas vu 9 semaines et demie, c'était vraiment... c'était hot ou pas ? Non. Parce que là, pour le coup, tu vois, on te parle des scènes de cul, etc. Mais je te jure, c'est vraiment de la merde. Hein. Il se passe absolument rien. Non. Tu regardes n'importe quel Paul Verhoeven, c'est 1 milliard de fois plus sulfureux. Ah, moi, je te trouve après... un peu... Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, déjà, la différence, c'est que dans 9 semaines et demie, t'avais quand même un couple d'acteurs qui était quand même pas dégueulasse. Oui, voilà. C'était Mickey Rourke et Kim Basinger. C'était déjà un peu la différence. Mais après, le niveau érotisme, je pense que c'était plus hot dans Hot Shot 1, quand il faisait la parodie. Mais oui, mais c'est ça, en fait. Hein, c'est que t'as 1 milliard de films... Game of Thrones, c'est super sulfureux comparé à ça, j'en doute pas. Donc voilà. Moi, je te trouve un peu dur, Seb, sur l'érotisme du film. Bah ouais, je vois bien ça, mais
Je trouve que justement, s'il y a bien un mérite pour ce film-là, c'est de remettre un peu de fesses et de seins dans le cinéma mainstream. Parce que il y a quand même une époque où justement ça y allait à tout va, les stars ils n'avaient pas peur de se dévêtir. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on vit une époque cinématographique extrêmement prude et c'est d'un triste. Qui imagine aujourd'hui un téton fugueur dans un Marvel, j'ai envie de vous dire. Oui, non mais téton fugueur, c'est très joli. Il y a Drax qui fait des commentaires sur ses tétons dans Gardiens de la Galaxie 2. Ah. Mais je suis quand même d'accord avec Bastien et je pense que justement le succès peut-être de Game of Thrones avec il n'y a pas que Game of Thrones mais toutes les séries HBO qui ont toujours été longuement critiquées pour toujours mettre un peu de cul, du coup peut-être que ça va avoir une petite répercussion sur les projets plus commerciaux au cinéma. En tout cas moi je milite clairement pour un retour du boobs au cinéma. Sur la chaîne Stars, ils aiment aussi beaucoup mettre des boobs et dans American Gods qui vient de démarrer, il y a une meuf qui bouffe des gens avec sa chatte. Vraiment. Et on voit un pénis dans l'épisode 2. Donc voilà, comme vous semblez beaucoup être intéressé par ça, ben voilà. Il y a des boobs, de la chatte, du cul et un pénis. Ça nous rappelle l'excellent pitch de ce fameux film Teeth avec une jeune femme affublée d'un vagin avec des dents. Donc voilà. Ce qui m'amène à la question qui tue les garçons. J'ai envie de vous poser cette question. Quelle est votre scène marquante, haute saucisse, celle qui vous vient à l'esprit quand on vous dit film un peu de gros studio, mainstream, où il y avait une petite scène comme ça érotique? Waouh. Moi, là, tout de suite, sans réfléchir de trop, c'est Sharon Stone et je sais plus quel frangin Baldwin dans Silver. Ouais, je vais revenir sur Sharon Stone avec Basic Instinct. Et aussi la scène de la douche dans... Enfin, un peu moins, mais la scène de la douche dans Starship Troopers. Ah ouais. Et pour moi, ce sera Color of Night. Avec Jeanne Marsh. Jeanne Marsh, plutôt, ouais. Voilà. Et donc le magnifique gland de Bruce Willis dans la scène de la piscine et son mythique... Juste après, au lit, rappelons-le. Je n'ai pas vu ce film. C'est vrai que juste pour le gland de Bruce Willis, il faut y aller. Attends, je tape sur Google Color of Night, Bruce Willis, pénis. Et c'est pas un twist. Non. C'est pas un Shyamalan. Allez, maintenant on peut le spoiler, hein, le Shyamalan. Ça y est. Oui, mais... Ah ça y est, on peut, hein. Il est pas encore sorti. En vidéo, pas encore. Bon, messieurs, on enchaîne sur la suite. On passe à la séquence de Bastien, le petit vrac. Bastien, c'est à toi. Le petit vrac. Alors donc, la première série dont je vais parler, c'est Bates Motel. Donc, c'est la série qui s'attarde sur l'adolescence de Norman Bates, le personnage mythique du Psychose d'Alfred Hitchcock. Et rappelons pour ceux qui seraient restés enfermés dans une cave pendant les 60 dernières années où n'aurait tout simplement aucune culture, Norman Bates, c'est ce type un peu schizophrène qui tue des gens en se prenant pour sa maman décédée. Donc la série, elle comporte 5 saisons de 10 épisodes chacune. Ça va relativement vite à se regarder. Et en même temps, c'est suffisamment long pour creuser un peu cette mythologie qui n'en demandait peut-être pas tant à la base. On avait déjà vu un film Psychose 4 qui revenait sur la jeunesse de Bates et de sa maman avec Henry Thomas, si je ne m'abuse. Ouais, qui était passable mais assez oubliable. Car malheureusement, on doit toujours se confronter au film d'Hitchcock. Je me demande si c'était pas d'ailleurs un téléfilm. Je crois que c'est pas sorti ciné, ça. Je crois que c'était sorti directement à la télévision américaine. À vérifier quand même. Et la série Bates Motel, pour le coup, en fait, n'est pas un préquel au film d'Hitchcock, comme on peut souvent l'entendre quand les gens parlent de la série sans l'avoir regardée, puisqu'en fait, on peut parler de reboot, car la série reprend des caractéristiques, des codes, mais les réinvente à sa propre sauce. Et c'est d'autant plus flagrant dans la dernière saison de la série, où il y a des épisodes qui reprennent carrément des passages du film original, avec Marion Crane, par exemple, la scène de la douche... Mais la série se joue de ça et part sur autre chose. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, est-ce que vous avez vu passer l'info sur qui reprend le rôle de Marion Crane, qui était Janet Leigh à la base? Pas du tout. C'est Rihanna. Non. Ouais, c'est Rihanna qui...
super. Donc évidemment, c'est assez hot saucisse, j'ai envie de dire. Oui, complètement. Ouais. Donc, concernant la qualité de la série, c'est assez inégal dans l'ensemble. En fait, quand ça traite vraiment de la folie de Norman et de la relation avec sa maman, c'est divertissant à suivre. Mais bon, après, il faut bien remplir les épisodes d'autres storylines. Et là, tout de suite, on s'en tamponne un petit peu plus le coquillard. La série a donné un demi-frère à Norman, qui a un rôle important quand même. Mario Ça va vraiment être... Coquillard. J'ai une blague de merde, je suis content. Ça va... Et ce demi-frère, ça va vraiment être le boulet de la série par excellence. Entre ces histoires de drogue et de trucs qui tournent autour de la mafia, c'est vraiment à côté de la plaque. Et on sent que la série a besoin, de lui, mais pas trop. Mais c'est pas trop quoi lui faire faire. Par la suite, il sera davantage rattaché aux thématiques initiales de la série, mais ça va toujours être le cul un peu entre deux chaises. Et l'acteur, il aide pas trop en plus à être impliqué. Contrairement au duo d'acteurs principal qui fonctionne plutôt bien. La maman, c'est Vera Farmiga. Farmiga, ouais. Celle qui jouait dans Les Conjuring, je crois. Et le Norman Bates, c'est Freddie Highmore, qui était dans les Arthur et les Minimoys et autres Charlie et la chocolaterie. Donc difficile de faire oublier forcément la composition d'Anthony Perkins, mais la série, plus la série à l'avance et plus le jeune acteur prend ses marques dans le rôle. Et d'ailleurs, pas que lui, puisque c'est la série en général, car elle a le mérite d'avoir des saisons 4 et 5 plus réussies que les 3 premières, qui est un phénomène assez rare dans le monde des séries télé. Ouais, c'est clair. Ça s'explique par le fait qu'on se rapproche vraiment du sujet de base à partir de la saison 4. Norman devient de plus en plus taré, et c'est ça qu'on a vraiment envie de voir. Et comme les précédentes saisons ont aidé à construire petit à petit ces moments, ça ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. Même dans ses défauts, la série garde une cohérence et va au bout de sa logique. C'est pas la série de la décennie, mais elle reste très honnête et fidèle à la marque Psychose. Moi j'adore l'ambiance, t'as la maison, et là c'est bien présent dans la série. Et t'as des gueules sympas à retrouver aussi. Il y a notre ami Lemonhead de The Shield qui tient un rôle dedans. Il y a Richard de Lost, et c'est agréable de revoir tous ces petites têtes dans cet univers. Alors dans les derniers épisodes, la série a rattrapé le film d'Hitchcock, donc ils se permettent même d'imaginer autre chose, une suite, rien à voir aussi avec les Psychose 2 et 3 d'ailleurs. Ouais. Et Bates Motel se dirige vers la conclusion la plus logique par rapport à ce qu'a montré sa série, ce qui en fait un objet assez unique. On pourrait très bien regarder la série sans avoir à connaître le film, ça tient tout seul. Ouais. Ça c'est plutôt intelligent. Perso, j'ai trouvé que le final en lui-même était un peu convenu, mais finalement logique. Il pouvait pas trop en être autrement. Donc ça devient pas vraiment du n'importe quoi dans le final. La série, elle se laisse même aller à de l'émotion au fil du temps, en plus de ça. Et ça lui réussit plutôt bien, car il y a une réelle humanité chez Norman. On ressent vraiment de l'empathie chez lui. C'est une série qui se joue de ses ambiguïtés, et c'est bien comme ça. Enfin bref, ce que j'en dis, c'est que si vous êtes au chômage, ou que si vous êtes en arrêt maladie, car vous vous êtes pété le coccyx, laissez-vous tenter par la série. Ça se laisse regarder plutôt bien. C'est pas honteux, c'est pas incroyable, mais pouvait-il en être autrement? J'ai envie de vous dire. Putain. 5 saisons quand même, donc là c'est fini et je pense que j'étais même pas au courant, je pensais que c'était encore en développement ça. Donc avec Bates Motel, on a le cas de la série qui a vécu sa vie comme il le fallait pour raconter son histoire. Mais il y a des séries aussi qui n'auraient pas dû dépasser le cap de leur première saison, et c'est le cas avec Broadchurch qui vient également de nous dire bye bye avec sa 3e saison. Ah ça j'ai tout vu. Alors, voilà. Alors pour rappel, Broadchurch, c'est la série anglaise qui avait bien buzzé un peu partout, où ça a été diffusé lors de sa première saison avec cette histoire de meurtre d'un gamin. Et il fallait deviner qui était le coupable à travers l'enquête de 2 inspecteurs dans un petit village. C'était redoutablement efficace, pas original sur le papier, mais puissant dans son traitement. On s'intéresse vraiment aux personnages et à leur trauma. Alors perso, j'avais trouvé que déjà la saison 2 s'essoufflait et tirait à la ligne, puisqu'une fois le coupable connu, faut se farcir sur une saison quand même le procès du mec, qui n'apporte pas grand chose de forcément palpitant. Et puis tu as une autre enquête aussi qui est bien moins intéressante que la précédente.
Ah oui, c'est ça, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi, en fait, je pensais qu'à chaque saison, en fait, ils recommençaient une nouvelle enquête. Ah non, ils prennent la suite vraiment de la. Ah d'accord. Bon, en fait, ça Ouais. paraît logique vu que c'est les mêmes personnages, mais ils auraient pu s'en passer. Ouais, effectivement, ça fait un peu pièce raccommodée, un peu à l'arrache cette histoire. Mais bon. Et donc les mecs sont quand même pas trop cons, ils ont senti un peu le truc venir, ils se sont dit plutôt que de faire 36 saisons et de creuser le trou et de faire de la merde, faisons plutôt une troisième et ultime saison pour fermer la boucle. Et il faut savoir que Broadchurch a eu de nouveau bonnes critiques et audiences sur cette saison 3. Ils sont même limite dégoûtés en ce moment de ne pas pouvoir prolonger la série du coup. Alors moi je serais pas aussi élogieux que ça Moi non plus. sur cette saison 3. C'est mieux que la 2, mais toujours moins bien que la première fois. On retrouve jamais de toute façon la virginité inaugurale. Là on a le droit à une affaire de viol où pareil il va falloir trouver c'est qui a violé. Et un peu en parallèle de ça on en raconte toujours un peu la vie des gens de Broadchurch saison 1 parce que sinon ce serait carrément une autre série. Oui, voilà. Et c'est là que c'est le problème fondamental de la série, limité en soi par une nouvelle enquête et continuer une histoire où il n'y a plus grand chose à raconter. Le traitement du viol est fait avec soin, encore une fois, mais ça reste moins intense que le meurtre d'un enfant. Et après, vous retrouvez toujours ces mêmes codes, mais on avait déjà vu ça avant et en mieux. C'est ce qu'on appelle une ressucée. Et je pense que là, les fans de Christian Grey comprennent très bien ce que je veux dire. Le dernier épisode se pose plus comme un dernier épisode de saison par ailleurs, hein, avec sa résolution. C'est pas vraiment une conclusion d'une longue série, car au final Broadchurch dans l'ensemble ça doit être 24 épisodes à tout casser. Donc il n'y a pas une mythologie de feu. Mais la série a le mérite d'avoir traité le cas par exemple de deux parents qui avaient perdu l'enfant au tout début de la série. Et Ouais. on voit leur évolution pendant les 3 saisons. Après, enfin pendant la mort de l'enfant et même après. Et ça, c'est assez unique. J'ai pas souvenir personnellement d'avoir passé autant de temps avec des personnages ayant vécu cela. Non, non, ça me vient pas non plus à l'esprit tout de suite. Limite, la série, elle aurait dû carrément laisser peut-être tomber le côté enquête, le côté body note, pour devenir un drame familial, creuser encore plus ce sillon-là. Après, sinon, Broadchurch, ça reste recommandable. Les acteurs, l'ambiance est soignée. Mais dire à quelqu'un qui a laissé tomber après la saison 1, comme beaucoup je pense, de voir absolument les deux autres, c'est assez exagéré je trouve. Alors, sauf après si la série, vous aimez ça et elle est totalement faite pour vous, ce qui n'est pas le cas pour moi avec la 3e et dernière série dont je vais vous parler. Attends, juste avant, Seb, je sais que tu as vu Broadchurch, t'as quelque chose à rajouter ou pas sur les 2 dernières saisons là? Ouais, pour moi, enfin, Bastien trouve que la saison 3 est mieux que la 2. Personnellement, je trouve que c'est une pente descendante. J'ai bien aimé la première, même si je lui trouve beaucoup de longueur. La deuxième est un peu moins bien et la troisième est encore moins bien. En fait, j'en avais surtout plein le cul du côté à chaque fois qu'il allait avoir une coupure pub. Tu te poses sur un personnage qui est un suspect et t'as le plan où t'es genre ah, c'est lui qui l'a fait. Ouais. Je trouve ça très très lourd. Après, David Tennant fait le job et il est vraiment formidable. Olivia Colman est très très bonne aussi. David Tennant, mon docteur préféré, précisons-le. Et pour Bates Motel, 2 secondes, parce que moi en fait j'ai vu les genre 2-3 premiers épisodes, j'ai lâché l'affaire. J'ai pas réagi sur le moment parce que j'étais en train de pleurer de rire littéralement sur ma blague de Marion Cotillard. J'ai même pas honte de moi, je me suis fait rire moi-même. Donc, en gros, Bastien, tu recommandes d'aller au-delà des 3 premiers épisodes. Des 3 premières saisons même. carrément. Ouais, des mêmes saisons. Ouais. Ouais, Il faut quand même se farcir un paquet d'épisodes avant que ça devienne bien. ouais, voilà, c'est ça le problème. Ouais. Voilà. Mais donc, Alors. Bastien, pour finir, vas-y. Ouais, donc là on va carrément partir en cacahuète puisqu'il s'agit de la 3e saison qui s'est achevée avec Girls, série de HBO en 6 saisons créée par Lena Dunham. Donc ça nous raconte la vie et déboires de 4 jeunes filles new-yorkaises, sorte de Sex and the City des années 2010, en plus branchées, en moins romantique et surtout en plus personnel car c'est vraiment le projet d'une fan, à savoir donc Lena Dunham. Alors vous vous dites sûrement pourquoi je me suis farci cette série qui parle uniquement des girls, car, comme son nom l'indique. Alors Oui, que si pourquoi vous est-ce avez... que tu t'es farci cette série qui ne parle uniquement que des girls? Ah oui, puisque si vous avez suivi les épisodes précédents, je m'en fous royalement des personnages féminins.
Et j'ai envie de vous dire que Sexisme. C'est la foi qui m'a guidé dans la vision de cette série. La foi de justement de me tromper sur ma misogynie fictionnelle. Parce que, à force d'avoir lu des choses positives sur la série à ses débuts, et de savoir qu'il y a aussi Judd Apatow derrière qui a aidé au niveau des scénars, de la prod, je me suis dit, et si c'était vraiment bien? Et bah, quelle erreur ai-je fait là? Car comme en plus, je suis plus con que con, j'ai un principe, une règle d'or, quand je commence une série, je la termine. Eh bien, j'ai été au bout, mes amis. Et je peux vous dire que le chemin a été douloureux. 6 saisons, 62 épisodes, beaucoup de blabla de femmes modernes des villes, libérées, délivrées. Ça m'a pas passionné, vous l'avez compris. Jamais je n'ai ressenti un quelconque attachement vis-à-vis d'eux ou des personnages masculins d'ailleurs. Il y a Adam Driver dans le casting, Kylo Ren pour les intimes de Star Wars. Alors la faute aussi à un traitement qui ne me correspond absolument pas. Il y a un humour subtil parce que ça montre que c'est quelque chose d'important, c'est une œuvre. T'as une subversion avec sa créatrice qui monte ses bourrelets, sa teucha, en veux-tu en voilà, car c'est quelque chose d'important, c'est une œuvre. Mais tout ça, ça va bien 5 minutes. Mais quand on n'a rien à dire de plus que ça, vaut mieux remettre son pantalon, j'ai envie de vous dire. Girls, c'est le prototype de la série pour les revues branchouilles. Je ne citerai pas de nom parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais tout cela manque pour moi d'une vraie folie, des émotions simples de la vie. Alors c'est peut-être sûrement et tout simplement pas fait pour moi, mais j'essaye de vous expliquer aussi pourquoi justement. C'est intéressant aussi des fois de comprendre pourquoi quelque chose n'est pas fait pour soi. Exactement. Surtout que des fois il y a des gens toujours pour vous dire ouais tu peux pas critiquer parce que t'as pas regardé. Bah là justement j'ai vu mon coco. On a tous ce copain là qui va te dire ça. Et voilà. Et là j'ai vu mon coco et bah tu peux pas me la faire quoi. Mais alors l'ultime justement Bastien, vu que tu regardes tout à partir du moment où t'as commencé, t'as pas envie de démarrer Doctor Who? Il y a genre plus de 800 épisodes. C'est vrai. Alors l'ultime épisode, c'était quand même le meilleur épisode de la série, car c'était le dernier tout simplement. Oui. Sinon, si je voulais arrêter de troller 2 secondes. Pour le dernier épisode, ils nous ont fait un peu le coup de l'épisode isolé d'autres personnages, recentré sur vraiment un truc, un peu à part du reste de la série. Les vrais adieux, c'est dans l'avant-dernier épisode. Alors pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, il y a des choses, il y a des idées intéressantes, des évolutions, des changements. La série, en plus, elle n'a pas peur de rendre ses personnages antipathiques. T'as des réalités sur le fait de grandir, c'est un peu amer comme vision. T'as des trucs pas mal, mais le problème, c'est que ça tombe comme ça, et c'est jamais vraiment traité. Et j'ai l'impression que là, il fallait qu'ils trouvent une fin, mais que Léana Dunham, elle rentre jamais dans le vif du problème. Elle essaye rarement de créer un pur instant d'émotion, de fiction. C'est trop dans la pause pour moi. Donc, Girls, je ne le conseille pas trop, hein. Sauf si vous êtes une femme et que vous aimez laisser vous pousser les poils sous les bras. Là, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ouais, moi, voilà, les garçons. J'ai lâché après. Enfin, j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes attentivement. Et après, je l'ai presque laissé en fond pendant le reste de la première saison. Ça m'a pas passionné du tout. Et tu confirmes donc que j'ai bien fait de ne jamais regarder un autre épisode. Oui, voilà. N'ayez pas de règles d'or. Voilà. Et ouais, moi c'est pareil, hein. Je crois que j'ai dû regarder 2 ou 3 premiers épisodes et j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Mais là en fait vous me faites regretter voilà. qu'on n'ait pas commencé Bug il y a genre 2 ans quand je me suis fait l'intégrale de 90210, la nouvelle série Beverly Hills. J'ai regardé l'intégrale il y a genre 2 ans et c'est de l'or, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre absolu de la télévision. On se serait bien marré. La preuve, ils ont vite arrêté. 5 saisons quand même, hein. Ah, quand même, Ah ouais, oui, non, bah ça. Plus de 100 épisodes. Ouais. Fou. Et ouais. Ça fait rêver. Bon, bah écoutez, messieurs, je crois qu'on s'est fait plein de nouveaux copains ce dont soir. Dont les Inrocks, voilà. n'est-ce pas, Bastien? Je pense qu'on a certainement acquis un public féminin en masse ce soir. J'ai quand même envie de vous dire que c'est pas parce qu'on est des passionnés qu'on dit des choses passionnantes. Hein, ça me paraît être une évidence. Et la deuxième petite citation, parce que tant qu'à être pédant, autant être jusqu'au bout.
C'est une citation de François Truffaut. Alors je crois que c'est un mec qui a ouvert des magasins de nature et découverte, enfin un truc dans ce sort-là. En France, tout le monde a 2 métiers, le sien plus critique de cinéma. Voilà, sur ce, messieurs, je vais vous rappeler que pour nos auditeurs, s'abonner à la chaîne YouTube pour suivre nos nouveaux épisodes, c'est une chose intelligente. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter avec donc les pseudos Grumpy Seb, Bug le podcast et le mien, Alphonse Dadet. Voilà. Messieurs, un dernier mot peut-être ? Macramé. Macramé. D'accord, Seb. Mieux vaut être mort et cool que vivant et pas cool. Ah, Voilà, je veux carrément aller dans la réplique. Ah oui, Alors, grand je vais me faire plaisir. Grand cinéma, Vas-y, mais vas-y. Harley Davidson Depuis- et l'homme au Santiago. Attention. Depuis tout à l'heure, je la garde sous le coude. Comme tu n'as pas vu Color of Night, je te fais une petite réplique du film pour te donner envie. Oui, vas-y. Tu me vois pas, je suis dans la voiture rouge. Suce ma bite, PD, avant de sucer mon scalpel. D'accord, Voilà. faut le voir en Oui, VF donc. Il faut, oui. Oui, voilà, faut le regarder en VF parce qu'en VO ça doit pas être tout à fait la même chose. Donc, messieurs et chers auditeurs, merci à vous. À très bientôt et à très vite, on l'espère. On sera certainement de retour bien plus rapidement que cette fois-ci. Et portez-vous bien d'ici là. Et à la prochaine. Ciao. Bisous de Brigitte aussi. Bonne nuit.